nous avons le plaisir bonjour à toutes et à tous, pardon. Nous avons le plaisir de poursuivre aujourd'hui notre séminaire européen du premier semestre 2021. Au menu de cette troisième édition, nous allons parler de la nouvelle stratégie d'adaptation présentée par la Commission européenne le 24 février dernier. Et pour mieux nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Elena Wisner-Malinovska, qui est chef d'unité d'adaptation au sein de la Direction générale de l'action climatique de la Commission. Une direction qu'on a plus souvent l'habitude de voir parler d'atténuation. Et là, on va parler du deuxième plan finalement de la politique climatique communautaire. Madame Wisner, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un petit peu rapidement les actions de votre unité, et puis on parlera tout de suite de la nouvelle stratégie communautaire, quels sont les principaux points qui la distinguent des stratégies précédentes et quelles sont vos priorités maintenant. Merci beaucoup. Tout d'abord, Elena Wisner-Malinovska. Je suis moitié slovaque, moitié tchèque et je suis aussi scout. Et si je dois parler de mon travail à mes enfants, je dis c'est très facile. Ça veut dire j'apprends les gens à courir dans les canicule et de plonger dans l'eau froide, parce que ceci est un tout petit peu la résilience ou l'adaptation au niveau individuel. Maintenant, dans mon équipe, on est très peu nombreux, on est 15 au total, je pense, et on se penche surtout sur tout ce qui est le niveau stratégique. Après, bien sûr, le financement, parce que pour l'adaptation, il faut apporter le financement. Pour le moment, c'est aussi l'action internationale, donc les négociations. C'est aussi les relations avec les pays les plus démunis, parce que c'est là où l'adaptation se joue de manière très pertinente. Maintenant, je vais devenir aussi responsable pour la mission sur l'adaptation. C'est une nouvelle approche pour les fonds de recherche et d'innovation de déployer la politique environnementale climatique. Et aussi, je suis responsable pour les relations avec les villes. On a le réseau de la Convention des maires dans mon équipe globale et aussi européenne. Donc voilà, ce sont un tout petit peu les tâches de l'équipe. Et si vous voulez, est-ce que je dois dire certains propos sur la stratégie d'adaptation ou vous voulez commencer immédiatement avec les questions? Non, présentez-nous la stratégie qui a été publiée le 24 février. Quels sont les points les plus importants et qu'est-ce qui la distingue des stratégies antérieures? Alors, si vous voulez, on travaille sur l'adaptation au moins depuis 20 ans en Europe. Et il y a quand même les générations de l'adaptation au début. C'était exactement dont on a parlé, Valérie, au début. C'est un tout petit peu l'acceptation de l'adaptation. Donc, c'était plutôt dans les espaces académiques, si vous voulez, parce qu'avec l'adaptation, cela joue beaucoup sur l'incertitude. Alors, comment le climat va se développer dans le futur? Et donc, ce n'est qu'en 2009 que la Commission a proposé son premier livre blanc avec beaucoup d'actions qui étaient surtout basées sur l'action sur l'eau et vraiment l'action de prévision, l'action de recherche. Et en 2013, on a, si vous voulez, réduit cette ampleur des actions pour se dire, OK, on va demander les États membres de faire de leur planification nationale parce que eux, ils connaissent le mieux quels sont les secteurs qui sont affectés. Donc, pour le Portugal, ça peut être l'énergie parce qu'ils ont beaucoup de hydroélectriques dans les renouvelables, donc dépendent des sécheresses.
pour un autre pays, par exemple la Tchéquie, maintenant c'est bien sûr les forêts. Pour le sud de l'Europe, ça peut être l'agriculture, toute la Méditerranée. Et ben voilà, chaque pays devait formuler avec, je dirais, un guidage très générique de la part de la Commission, leur stratégie. On a essayé aussi d'apporter ces considérations des risques climatiques dans les fonds européens. On a essayé d'apporter le thème, de l'amener au niveau de la Convention des maires, au niveau des autorités locales, régionales et bien sûr dans la recherche. Mais c'était, si vous voulez, c'était vraiment une stratégie cadre avec certains messages clés. Et bien sûr, c'était avant accord de Paris, donc très important pour vous de comprendre que l'adaptation au niveau international manquait dans cette stratégie. Et bon, c'était délibérément pour aussi la raison tactique. On voulait de nos partenaires qu'ils s'engagent surtout sur l'atténuation. Et je répète ce que j'ai dit à Valérie au début. Pour moi, l'adaptation, la plus importante adaptation, c'est une atténuation agressive. C'est une réduction des émissions à l'effet de serre la plus rapide. Mais bon, on est au-delà de ceci. Donc, 2013, pour moi, une stratégie utile qui composait un certain cadre, qui était en même temps accompagné d'un livre vert de la part de commissaire Barnier, qui était à ce temps-là responsable de la finance, donc de regarder est-ce qu'il y a le monde des finances peut aider à signaler les risques aux différents acteurs. Parce qu'ici, de nouveau, on est dans le cadre où on ne voit pas les dommages de se matérialiser avant ce que l'impact vient. Donc, ça vraiment demande une prévision de la part des acteurs dans le marché financier. Et vous savez très bien que ce n'est pas leur point très fort. Donc voilà, c'était la stratégie 2013. On l'a évaluée en 2018 et on s'est rendu compte, ça a été bien utile, mais c'est un cadre tout à fait imparfait parce qu'on s'est quand même focalisé que sur certains secteurs, alors que toute l'économie européenne mondiale va être soumise dans le futur sous la contrainte climatique, les risques physiques qui déjà laissent les dommages matériaux sous la forme des érosions des sols, on en a parlé des forêts décimées par scolytes, etc., etc. Et donc voilà, là maintenant, la nouvelle stratégie a cette tentation de couvrir beaucoup plus de territoires et de regarder vraiment dans les secteurs où on était un peu timide jusqu'à ce moment-là. C'est tout d'abord l'économie. Le ministère de Fisc, dès que vous allez commencer à parler comment le climat impacte le budget national, si vous allez expliquer, par exemple, à un ministre des Finances slovaque que voilà, l'inondation qui va venir une fois par 10 ans, maintenant, va coûter 15% de son PIB, alors il va s'y pencher de manière beaucoup plus résolue en termes de libérer les fonds pour aller à la prévention, aller à l'adaptation, à protéger la population. Mais pour ceci, bien sûr, on a besoin de tout ce qui est les outils pour inclure les scénarios de climat dans le budget. Donc, c'est un travail à faire avec les États membres. Et vous savez, ce n'est pas un travail tout à fait simple. C'est de l'apporter aussi dans tout ce qui est programme de stabilité, de convergence, d'apporter les bénéfices de l'adaptation dans ceci. Parce que si j'investis dans un pont et ce pont s'écroule parce que ça n'a pas été trop stable, il y avait un impact climatique, on ne parle pas des actions de volcans, etc., mais un impact climatique qui a fait écrouler ça.
comment ça pèse sur mon budget. Et vous savez très bien qu'il y a pays dans l'Union européenne qui sont très endettés. Donc, quelque chose comme cela va produire vraiment un effet de domino sur le budget. Il y a aussi cette question, comment revenir en arrière, mais de mieux, comment rebâtir un mieux. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a certains fonds en Europe, par exemple le fonds de solidarité, qui vous demandent de rebâtir exactement dans le même état ce qui était avant. Néanmoins, il se peut que vos inondations deviennent répétitives. Alors voilà, c'est toujours de l'investissement perdu, vous le mettez quelque part et c'est perdu. Donc là, on s'est vraiment penché sur l'économie, sur tout ce qui est macro-budgétaire pour montrer que l'adaptation, ce n'est plus de l'écologie, c'est de l'économie. Et c'est vraiment de la planification systémique et c'est de la planification intelligente. L'autre espace où on s'est vraiment, l'autre domaine où on s'est vraiment penché, c'est typiquement la protection des peuples contre les aléas climatiques. Je m'explique. Moi, je suis slovaque. En Slovaquie, la pénétration des assurances est à 5%. Donc, vous n'avez même pas cette éducation ou ce réflexe de s'assurer contre une inondation, contre la canicule, contre les grêlons, etc. Et bien voilà, si quelque chose vous affecte, c'est soit vous qui absorbez les dommages, soit c'est l'État, comme l'assureur de dernière instance, qui doit venir et vous aider. Et donc, on s'est rendu compte avec de l'Agence européenne environnementale qu'en fait, si on regarde sur les 30 années, il y avait, sur toutes les pertes qui se sont passées, il n'y avait que 35% qui a été assuré. Et alors, cela démontre une protection imparfaite de la population, des actifs, de la nature, contre les effets climatiques, météorologiques extrêmes. On parle souvent des désastres, des extrêmes, mais vous avez aussi les phénomènes à évolution lente, comme la désertification, comme la perte de biodiversité, mais ce n'est pas aussi lent, c'est relativement rapide par rapport à ce qu'on s'attend. Par exemple, la désertification, c'est presque un processus irréversible. Une fois vous perdez la substance organique des sols, voilà, c'est vraiment très difficile de retourner en arrière. Donc, ceux-ci sont déjà deux domaines, les assurances, donc la protection contre les aléas climatiques, le macro-budgétaire qui est tout à fait, je dirais, nouveau dans la stratégie. Troisièmement, parlant toujours de la finance, vous voyez, l'adaptation, c'était toujours cette tragédie des choses communes, tragedy of the common. C'est toujours le public qui devrait payer parce que, il y a la sécheresse, il y a ceci. Et voilà, c'est toujours le budget public qui se met en route pour sauver. Mais en même temps, il faut apporter les investisseurs privés vers ces investissements qu'on va devoir faire tous et dans tous les secteurs de l'économie. Ici, je voudrais faire une distinction entre l'atténuation et l'adaptation. Quelle est la difficulté de l'adaptation? Pour l'atténuation, c'est souvent une politique énergétique. Si vous voulez faire de l'atténuation, il faut vraiment se pencher surtout sur l'énergie et bien sûr sur tout ce qui est la combustion des carburants, etc. Mais pour la politique d'adaptation, c'est tous les secteurs. Et ceci rend l'adaptation très difficile parce que vous devez faire bien les choix. Et souvent, dans les États membres, ce qu'on voit, c'est qu'on veut supporter ce qui est insoutenable à long terme. Je m'explique, vous avez l'agriculture au sud de la Méditerranée. Cela demande beaucoup d'eau, beaucoup d'irrigation. L'eau est une ressource finale. Donc, vous avez quand même une limite physique. Et donc, à la limite, vous pouvez plus irriguer, vous n'avez plus la possibilité de poursuivre l'activité. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Vous pouvez faire appel à d'autres sémences. Maintenant, il y a vraiment un culte de sémences paysannes, qui veut dire que c'est des sémences beaucoup plus résistantes à la sécheresse, ou vous pouvez aller vers une agriculture plutôt à l'intérieur, tout ce qui est vertical, mais vous devez changer votre modèle d'opération, ou tout simplement, et c'est une décision très difficile, il faut aller vers la retraite des actifs. Il faut décider, voilà, je ne peux plus cultiver ici, ce n'est plus possible, et il faut prendre ces décisions. Et ces décisions sont douloureuses. Vous avez le pays de Tuvalu et Fidji. Et donc là, ils ont agréé entre eux une sorte de réallocation des peuples, parce que Tuvalu va être sous l'eau dans les décennies à venir. Et bien là, il faut se préparer déjà maintenant. Il faut, si vous voulez, mener les gens vers les altitudes plus élevées, etc. C'est un processus qui va prendre le temps, et qui va prendre le temps de négociation. Et c'est pourquoi vraiment l'adaptation doit être faite de manière aussi à travers des différents domaines, parce que bien sûr, on a l'agriculture, on a le tourisme, on a la pêche, on a l'énergie, on a les autres usagers, on a l'industrie, et voilà, il faut négocier entre les différents usages. Donc, en ceci, la stratégie évoque ou couvre un territoire beaucoup plus élevé. L'autre point, on essaie vraiment de dire que l'adaptation, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Parce que souvent, dans le passé, on pensait, OK, l'adaptation, j'élève un tout petit peu la protection côtière. Je bâtis les murs comme le Japon l'a fait contre le tsunami. Vous voyez, c'est l'aide, c'est autour de l'île, etc. Et donc là, le message qu'on veut dire, il faut commencer avec les mesures où on ne regrette rien. Et ce sont souvent les solutions qui sont basées sur la nature. Vous pouvez protéger vos côtes aussi par une combinaison des solutions vertes et des solutions à base de béton. La conversion, par exemple, de tout ce qui est, maintenant je vais utiliser le mot anglais parce que le français ne me sort pas, les peatlands aux wetlands. Alors là, si vous vous y mettez pas assez tôt, au lieu d'avoir une protection contre le changement climatique, ça devient une source des émissions très élevées. Ce qu'on a rajouté bien sûr à la stratégie, c'est cette approche donnée. C'est beaucoup plus basé sur tous les données, parce que bien sûr, on a les satellites qui observent la Terre 24 heures sur 24. Ils envoient beaucoup de données sur l'observation de la Terre. Et de là, on peut tirer beaucoup d'informations dans nos modèles, de faire les projections et de savoir plus où on sera dans les 10 ou 20 ans à venir. Il y a tout ce travail qu'on fait maintenant sur le digital, de faire, par exemple, moi je vis dans une rue, on peut la modéliser de manière digitale, on peut modéliser une contrainte climatique et on peut voir si, en fait, à la fin, on a un dommage matériel possible. Alors, ceci, même si ça a l'air un peu science fiction, ça, on peut déjà faire, et ça s'est mis en route. Comment on peut utiliser le digital, les technologies quantum, l'intelligence artificielle, la télédiction, et tout ceci en faveur des projections beaucoup plus intelligentes que maintenant. Maintenant, ce que vous avez souvent, c'est que vous savez que votre pays, au sud de la France, c'est plutôt les canicules, au nord, c'est plutôt les excès de l'eau. Moi, je veux savoir, dans ma rue Gabriel, ici à Bruxelles, pour mon bâtiment, quel sera le futur pour, en fait,
ma propreté que je veux laisser à mes enfants. Donc voilà, on travaille maintenant pour les données qui sont beaucoup plus détaillées sur les différents actifs. Là, vous pouvez dire, ah ben ça très bien, mais est-ce que ça implique pas aussi en fait une ingérence dans le droit privé, etc. Bon, là, je dois dire, je pense c'est quand même pour le bénéfice d'un bien public. On a déjà, moi je regarde vers Norvège où ils ont établi vraiment un partenariat public-privé exactement pour gérer ces problèmes. Il y a les données qui sont collectées des dommages passés et que l'autorité publique peut après utiliser, ok, ce sont les zones qui sont souvent endommagées, il ne faut absolument pas bâtir là, il faut changer tout ce qui est planification spatiale, il faut abandonner ces terres-ci. Où on a les assureurs qui ont beaucoup de données sur les dommages passés. Et alors là, on veut absolument que l'autorité européenne pour les assurances professionnelles peut collecter ces données des coffres des assureurs et peut en fait en faire un tableau de bord pour voir où il y a les espaces qui sont en fait à risque et où quels sont les niveaux de pénétration des assurances par rapport dans les pays, etc. Donc, c'est vraiment c'est un travail futur de la stratégie d'adaptation, c'est de rendre beaucoup plus ces outils aux États membres et aux utilisateurs pour qu'ils s'adaptent plus en avant. On en a parlé avant, vous avez besoin 5, 10, parfois 20 ans de travail pour protéger votre ville, votre maison, en fait, votre entreprise, etc. Et pour le niveau international, bien sûr, on veut utiliser, par exemple, les services climatiques, Copernicus. Moi, j'étais très surprise. En fait, les premiers utilisateurs de ces services, c'est souvent les étrangers, c'est la Chine, c'est le Brésil, c'est l'Inde. Et ce n'est que Allemagne et que quatrième. Et c'est vraiment, on rend un bien public pour tout le monde, pour l'observation de la Terre, qui peut aider vraiment à s'adapter, à se préparer mieux. Bien sûr, on a ce dialogue, ces engagements qu'on a avec les pays de l'Afrique et des autres, surtout des petites îles dans le Pacifique ou dans le Caraïbe, il y a des États membres qui ont leur terre ou leur territoire là, comme le Pays-Bas ou comme la France à la fin. Donc, c'est quand même vos territoires qui sont déjà touchés par ces impacts climatiques. Et bien sûr, là, les engagements reposent surtout à accroître la finance pour ces pays en ce qui concerne l'adaptation, d'y amener beaucoup plus le secteur privé. Ça, c'est super important parce que le public ne peut pas porter toute la charge du coût de l'adaptation. Et bien sûr, promouvoir les bonnes solutions. Les solutions à la base de nature, etc. Et d'éviter ce qu'on appelle souvent la maladaptation. La maladaptation, ça peut être surtout, on le connaît dans le secteur d'eau, quand vous adaptez de manière à ce que plus ou moins vous coupez votre voisin ou une autre entreprise ou un autre État ou un autre territoire de cette possibilité. En fait, on l'a vu maintenant, même en Afrique, un cas d'Éthiopie. Donc, ça, ce sont vraiment des sujets très sensibles. Voilà, j'ai dressé un tout petit peu, j'ai essayé d'exemplifier plus que mettre les lignes comme on est habitué pour les grands messages, mais en quelque sorte, on bouge vers un niveau beaucoup plus, je dirais, prominent de l'adaptation sur le tableau de l'action climatique. Et je souligne, c'est l'action climatique, c'est pas la passivité. Cela demande une action préventive
Sur les messages médiatiques, c'est souvent quand l'incendie est là et voyez les avions, les Canadair autour, on pense que c'est ça l'adaptation. Eh ben non, ça c'est déjà la réponse au désastre. Je dis qu'il faut quand même beaucoup plus donner le crédit à des bonnes gestionnaires des forêts pour éviter les incendies en première place ou enfin, les inondations de détruire votre ville ou l'ouragan de détruire votre maison. Et ben voilà, c'est tout pour le moment. Et bien sûr, le mieux, c'est qu'on commence une sorte de session questions-réponses. Merci pour cette entrée en matière. Moi, je voulais, puisque je suis le président de la JE, je vais poser la première question. Il faut bien que ça serve à quelque chose d'être président. Je voulais vous demander si la stratégie que vous avez publiée va imposer de nouvelles choses aux États et aux grands secteurs économiques. Ça, c'est une des critiques qu'on a entendues beaucoup. Eh bien, la stratégie, il n'y a rien d'obligatoire. Mais il faut lire la stratégie à côté de la loi climatique, qui est maintenant encore en négociation. Et là, on impose aux États membres une obligation de faire les plans nationaux et aussi les plans locaux, de vraiment mettre en place un cadre de gestion des risques. Et on a la possibilité d'évaluer, nous, la commission, chaque 5 années, en fait, l'adéquatie. Est-ce que les mesures sont adéquates par rapport aux risques et par rapport aux objectifs de la réduction des risques? Donc, il y a des obligations qui sont là et j'espère qu'ils vont y rester. L'adaptation, la stratégie d'adaptation doit être lue avec cette loi en tête. Si vous me permettez, vous avez parlé de la Convention des villes. Vous pouvez nous en dire plus sur cette organisation? Qui en sont les membres et qu'est-ce que vous attendez des villes qui sont vos partenaires? Il y a, je pense, plus de 10 000 villes qui sont maintenant partenaires de cette initiative. Ça a été fondé en 2008, c'est vraiment comme un réseau pour l'action énergétique et après climatique. Et les villes, ce n'est pas aussi onéreux d'être membre de ce réseau parce que vous devez avoir un système en place de monitorage de vos émissions. Ça, c'est aussi pour l'atténuation. Et pour l'adaptation, vous devez avoir en place un plan d'adaptation. Et on s'est rendu compte, c'est tout à fait psychologique, depuis que vous établissez un tel réseau, il y a intérêt, les villes sont en train d'entrer. Mais dès que vous mettez un cadre de monitorage qui demande une certaine capacité administrative, on voit une certaine lenteur de s'imposer. Et donc, on a maintenant les cibles 2030 où on attend à ce qu'ils vont s'inscrire et aussi beaucoup plus d'adaptation. Et on voit une certaine hésitation. Et c'est pourquoi, dans la stratégie d'adaptation, on a mis à la disposition des villes la possibilité d'un mécanisme de support sous la Convention des maires d'aider les villes à préparer les plans, à préparer les évaluations des risques. Ça sera une contribution modeste au début, mais si le pilote va fonctionner bien sûr, il faut l'approvisionner, il faut élargir. Vous savez, l'adaptation, on dit souvent, c'est local. Si vous émettez un CO2, ça va monter dans l'atmosphère, voilà, ça reste là pendant les décennies. Mais pour l'adaptation, c'est un impact local qui est très important. Et donc, par exemple, juste un exemple, moi je suis slovaque des Carpates, vous avez les vignobles
Et donc, vous avez les mesures différentes des vignobles d'un côté de la montagne, de l'autre partie de la montagne, tout simplement parce que vous avez les pluies qui touchent différemment, vous avez la morphologie qui s'y passe, etc. Donc, c'est logique que l'adaptation, bon, l'impact est différent, mais quand même, les solutions d'adaptation peuvent être très similaires. Et ça veut dire aussi les solutions en termes d'ingénierie civile, donc comment vous bâtissez certaines choses. Et là, j'ai vu, par exemple, ma ville natale, Bratislava, on a un catalogue des solutions pour bâtir une maison et pour protéger. Mais vous avez aussi les solutions naturelles que vous pourriez à la limite utiliser. Et donc, la logique, c'est que, bon, l'impact est localisé, différent, mais les solutions peuvent être similaires. Et c'est là où on essaye d'aider, surtout à travers cette convention des maires. Je suis sûre qu'en France, bon, j'ai pas les nombres sous mes doigts, mais on a quand même une communauté qui est assez active, je dirais. Il y a aussi des petites villes, des villes moyennes, même des villages qui se sont joints il y a quelques années. Bien sûr, maintenant, il faut les aider à bâtir cette capacité administrative à évaluer les risques. Y a-t-il d'autres questions? Alors, en attendant que les questions sortent, je voulais vous demander si on avait aujourd'hui une évaluation finalement des coûts pour la société de l'Union européenne, pour l'économie européenne. Qu'est-ce que le changement climatique coûte aujourd'hui? Et est-ce qu'on a des évaluations sur ce que ça pourrait coûter dans 30 ans, 40 ans? Parce que c'est souvent le nerf de la guerre. Tout d'abord, Valérie, ça a beaucoup à faire avec les pertes qu'on encourt mais qu'on ne collecte pas. Et donc, ce qu'on a, c'est vraiment quelque chose de très imparfait et très sous-estimé. Mais il y a une évaluation, il y a ce nombre magique des 12 milliards par an, des pertes climatiques. Mais là, je dois vous dire, ça n'inclut pas les pertes sur les écosystèmes, parce que c'est très difficile de l'évaluer. Ça n'inclut pas les pertes humaines des vies humaines. Donc, c'est vraiment, c'est plutôt les dommages matériels sur les bâtiments, sur les villes, etc. Et donc, il y a un autre chiffre qui dit si on mettait notre économie d'aujourd'hui dans une contrainte climatique dans les 3 degrés, juste pour vous dire, parce qu'on me dit souvent 1 degré, 2 degrés, on s'en fiche. Bon, depuis l'âge glacial, le monde comment dire, la température est augmentée par 5 degrés. Juste 5 degrés de la période glaciale. Donc, le 1 degré, le 2 degrés, c'est la question de survie. Et on voit que déjà avec 2 degrés, il y a certains paysages en Espagne qui vont disparaître, tout simplement comme ça. Et donc, si on met donc l'économie d'aujourd'hui dans une contrainte de 3 degrés qui est tout à fait, je dirais, réaliste par rapport au réchauffement qu'on voit maintenant et par rapport à l'engagement et par rapport à la lenteur d'action de la part de certaines économies majeures. Et donc, si on le met dans cette contrainte, la somme qui sort, c'est 170 milliards par an. Donc, vous voyez, vraiment, je dirais, c'est très… c'est assez extensif. Et bon, c'est sur cette base qu'on se dit mieux vaut agir que attendre à ce que le coût soit tel que on ne sera pas vraiment capable de se protéger. Il faut aussi voir qu'il y a des limites à l'adaptation. Il y a des limites à comment vous pouvez vous protéger. Là, mon exemple de l'agriculture, de la Méditerranée, jusqu'à quel moment je peux aller avec une adaptation, je dirais, douce et lente,
Je change des semences, je change peut-être de la variété, etc. Et où je dois quand même changer complètement mon mode d'opération ou quitter le territoire. Voilà. Donc, on a ces chiffres-là. Je dois dire, la présidente de la commission, elle est vraiment forte sur le fait de souligner le coût de non-action, parce que souvent, vous voyez dans les esprits de beaucoup d'acteurs, c'est que les coûts sont très concentrés et sont immédiats. Les bénéfices sont dans le futur et ils sont très dispersés dans la société. Et donc, c'est très difficile avec cette logique qui est tout à fait normale dans l'écologie et que changement climatique de raisonner et de justifier. Quels sont les moyens dont vous disposez pour inciter le secteur privé justement à investir massivement dans l'adaptation? Vous parliez tout à l'heure de projets de partenariat public-privé en Norvège. Quelles sont les bonnes expériences selon vous qu'il faudrait développer, reproduire? Alors, il y a ici 2 points. Tout d'abord, comment inciter ou même obliger le privé. Et là, la Commission prépare un acte délégué sur la taxonomie des activités durables en faveur de l'atténuation et en faveur de l'adaptation. Donc, on aura, si vous voulez, une classification des secteurs et on aura des critères dans quel cas l'investissement est une contribution substantielle à l'adaptation. Et donc, l'investisseur sera capable de montrer, ah ben voilà, je suis tout à fait compatible avec la taxonomie. J'ai parmi mes actifs, 8% de mes actifs sont déjà dans la taxonomie. Vous allez dire, ok, bon, est-ce que ceci vaut la peine? Oui, je pense que la réputation sur les marchés financiers, c'est quelque chose qui quand même compte et il y a vraiment une pression accrue sur les acteurs privés de montrer qu'ils font vraiment du business vert, si vous voulez, et qu'ils investissent dans les bons actifs. Donc, ceci est plutôt sur ce que je dirais, c'est le cadre contraignant. Parce que, bon, c'est le choix, c'est pas un cadre qui va dire chacun doit le faire, mais en même temps, les grandes compagnies et toutes les compagnies qui doivent montrer dans leur non financier que, en fait, ils investissent, ils se protègent contre les risques, ceci va devenir une information publique et va jouer beaucoup dans le monde de finances sur tout ce qui est les investisseurs, les fonds, des pensions. Bon, ceux qui font un peu la police, si vous voulez, dans le monde financier. Maintenant, sur les bonnes pratiques, vous voyez, on essaie. La stratégie n'est pas là de venir de nouveau avec une baguette magique ou contraindre les États membres. Ce n'était pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'était donner une vision, de se munir des outils et de supporter en quelque sorte les efforts des États membres. Et là, je peux vous dire, j'ai vu vraiment un changement, un déclic pendant les 3 ans et demi que je travaille sur l'adaptation en tant que chef d'unité. Quand je suis venue dans mes fonctions, j'avais l'impression d'une résistance. Il y avait cette impression, ça c'est l'adaptation, c'est du local, c'est de la planification spatiale, c'est de l'allocation des ressources aquatiques, c'est tout, c'est à moi. C'est à moi, à l'État. Mais pendant quelques années qu'on a vu un désastre après l'autre, les sécheresses, etc., je pense qu'il y a ce changement dans la mentalité des États membres et des régions et il y a vraiment cette coopération qui s'installe. Et quand on a présenté la stratégie la semaine dernière au directeur général en charge de la politique climatique, c'était très positif. Ça, je peux vous dire, c'était un changement, un dynamisme pour moi du jamais vu.
Et donc, aussi en Norvège, ce qui devait bâtir, c'est cette sorte de confiance entre le privé et le public en ce qui concerne la transmission des données. Parce que les données, on le sait très bien, c'est de l'or de ce siècle. Et donc, tous ceux qui vous prennent les données, ils peuvent créer des entreprises, des nouvelles modèles. Et je pense que ce qui règne dans le marché, c'est un tout petit peu cette peur de les grandes plateformes digitales vont mettre la main sur les données et ils vont créer leur propre marché. Donc là, ce que la Norvège a essayé de faire, c'est de vraiment mettre le public, le privé en toute confidentialité, si vous voulez, mais en partage de données, enfin, toute ouverture. Ils ont établi, ça a mis quand même une dizaine d'années de mettre en place, mais le résultat est tel que votre actif, votre maison, vous pouvez accéder sous votre adresse, vous pouvez accéder à l'historique de la maison. Quels étaient les dégâts matériaux? Est-ce que c'est l'inondation ou c'est plutôt les grêlons, ou je ne sais pas, ou est-ce que c'est la montée de la mer qui est en risque? Et donc, pour moi, c'est vraiment une leçon à apprendre que dans l'adaptation, c'est vraiment la collaboration qui compte, c'est l'alignement des intérêts et pas de les mettre l'un contre l'autre. Et vraiment, c'est là où le public et le privé doivent travailler ensemble. Et je le vois sur le cas des assurances. Moi, quand je suis dans les panels ou dans les conférences avec les assureurs, je peux vous garantir qu'on a presque le même message. Parce que avec le réchauffement climatique, leur modèle d'opération peut disparaître. Il y a beaucoup d'actifs qui ne peuvent pas être assurés dans le futur. Il y a beaucoup de territoires qui ne pourront pas être assurés dans le futur. Donc voilà, je pense qu'on devient de plus en plus les alliés dans cet espace. Et bien sûr, ils ont leur intérêt, nous, on a l'intérêt, et je pense qu'on peut bâtir ce partenariat public-privé. Et on veut y parvenir, on veut lancer un dialogue qui va inclure non seulement les assureurs, mais aussi les usagers de l'assurance, comme les villes, comme les autorités locales, comme les agriculteurs, etc., pour voir quelles sont les meilleures pratiques, quels sont les États qui ont compris ce qu'il faut faire, etc. Bien sûr, nous, on a fait déjà nos dialogues, nos conversations avec beaucoup d'associations des assureurs. C'est pourquoi je vous dis, c'est très bien d'être en France ou c'est très bien d'être en Suède. C'est beaucoup pire d'être en Pologne ou en Italie en ce qui concerne les dégâts et votre protection climatique. Vous parliez tout à l'heure de finances. Je crois que dans le programme de travail de la Commission pour cette année, il y a l'établissement des règles qui vont encadrer l'émission des green bonds, des obligations vertes. Est-ce que ces obligations pourront financer des travaux d'adaptation? Absolument, absolument. Par exemple, si je suis l'État néerlandais, je peux choisir la taxinomie pour la protection des côtes, par exemple, et je peux émettre en bon vert. Et bien sûr, je vais dans les marchés capitaux, je prends le capital et voilà, je finance ces actifs. Donc, absolument, absolument. Alors, voyons si nous avons... Y a-t-il des questions, chers confrères, chers consoeurs? Je pense que je vois les mains levées. Oui, moi j'ai levé la main. J'ai deux questions, si je peux reprendre la main encore après. Vous venez de parler là de changement de mentalité. Alors, vous avez parlé de changement de mentalité plus dans les États ou chez les privés. Est-ce que ce changement de mentalité existe aussi à la Commission elle-même
en dehors de votre service. Vous avez parlé tout à l'heure du fonds de solidarité, par exemple, qui n'est peut-être plus totalement adapté. Est-ce que vous réussissez à convaincre, est-ce que vos idées infusent la commission? C'est une parfaite question parce que je dois dire en toute fierté qu'on a préparé cette stratégie d'adaptation avec au moins 300 collègues de la commission. Et on est allé envers les services, si vous voulez, les départements avec qui on a travaillé moins il y a 5 ans, typiquement les affaires économiques, typiquement les marchés capitaux. On travaille beaucoup avec le centre de recherche commune. Et donc, on a par exemple lancé ce projet il y a 2 ans de la protection climatique contre les aléas climatiques. Et là, je peux vous dire, on a vraiment tourné beaucoup de collègues envers nous parce qu'ils ont commencé à comprendre. Eh ben, moi, je travaille sur une politique, mais je travaille sur cette politique dans la vision plutôt statique des choses, alors que si le climat va vraiment vers le anormal, qu'est-ce que cela veut dire? La politique régionale aussi avec le fonds solidarité et avec les autres fonds, on avait tout d'abord cette conversation. Bien sûr, ce ne sont pas les conversations tout à fait faciles parce que vous mettez un doute ou vous mettez en cause quelque chose qui était acquis il y a 10 ans. Mais je vois vraiment une ouverture d'esprit. Et franchement dit, si je suis fière de quelque chose, c'est le fait qu'on a pu envoyer un message, au moins 300 collègues, allez, c'est fait, le collège a adopté la stratégie d'adaptation. Donc vraiment plutôt positif. Et mon autre question, vu qu'on a dit qu'on parlait off, vous pouvez répondre tout à fait librement, c'était pour savoir comment vous jugiez la politique d'adaptation française, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle territoriale peut-être. Et puis éventuellement, que vous nous disiez, est-ce que certains secteurs économiques ont mieux pris en compte ces questions d'adaptation que d'autres? C'est une très bonne question. Je dirais, sur le niveau national, ce que je vois souvent, c'est que la politique nationale souffre d'une allocation des ressources adéquates. Donc, on a les États où vous avez 2-3 personnes qui s'occupent de l'adaptation pour tout l'État. Par exemple, en Allemagne, vous avez 2-3 personnes qui le font pour l'État fédéral. Mais bien sûr, l'adaptation, c'est plutôt dans la compétence des Länder. Maintenant, pour en revenir à la France, je pense que vous êtes dans les bonnes mains au ministère du développement durable, mais de nouveau, je connais que quelques collègues et j'espère que le travail à travers les différents ministères se passe bien. Je pense que la preuve en est le fait que vous avez l'adaptation dans le plan national de reprise et de résilience. Je dois dire, je n'ai pas vu beaucoup d'États de le faire. Vous savez, vous avez les 37% de l'allocation qui doit aller vers les objectifs climatiques, ça veut dire adaptation ou l'atténuation. Et là, je l'ai vu dans le cas français. C'était plutôt modeste par rapport à toute l'enveloppe, mais quand même, c'est quelque chose. Où je vois beaucoup plus d'activités, bien sûr, c'est le territorial, parce que c'est là où les impacts sont les plus prononcés. Et moi, je peux juste dire, on m'a souvent dit, les maires qui sont des zones côtières, ils m'ont souvent dit qu'ils se sentent un peu démunis parce que la responsabilité pour l'adaptation, ça se trouve vraiment dans leurs mains, alors qu'ils n'ont pas les moyens budgétaires ou les capacités administratives pour le contraindre.
En France, dans certaines régions, vous avez aussi un phénomène qui est typique, c'est que dès que vous épuisez l'eau dans le sous-sol, il y a une bulle de vide qui s'installe, c'est normal. Et donc, il y a des bâtiments qui s'écroulent. Et donc, ça, apparemment, ça se passe beaucoup en Bretagne, en Normandie. Donc, c'est un phénomène qui est tout à fait prévisible. Mais qui va toucher, j'imagine, beaucoup tout ce qui est le local et le territorial. Donc, voilà. Troisième point à prendre, je pense que le système d'assurance et des premiums et des risques français est plutôt celui à suivre parce que c'est établi par la loi. Tandis que dans beaucoup de pays membres, c'est laissé à la liberté, si vous voulez, du marché. Et donc, du coup, ce signal de prévention, attention, si tu ne te prépares pas bien, tu vas payer beaucoup plus pour être assuré. Cela existe moins. Et le dernier point, malheureusement, je dois le faire, mais je pense que c'est une constante au niveau européen. Je pense que le secteur agricole est encore très protégé par rapport à l'adaptation. Souvent, on finance les projets d'irrigation, donc d'avoir de l'eau supplémentaire pour la cultivation de certaines variétés, au lieu d'aller vers une restructuration dans le secteur. Et on l'a vu année par année. On voit que tout ce qui est les dégâts dans l'agriculture, ils sont sujets à une notification automatique des dettes d'État, mais qui est compensée automatiquement. C'est là où la Commission n'a aucune vraiment grande compétence. C'est les États qui dédommagent et bien sûr, ceci ne va pas vers un changement de mentalité dans le secteur. Mais bien sûr, on sait très bien, c'est un secteur assez sensible et au niveau français, c'est vraiment très représentatif, aussi important pour la politique. Voilà. Question de Thomas Blossville. Oui, bonjour. Je me demandais comment assurer un suivi des politiques d'adaptation. Est-ce qu'il y a des méthodes, des indicateurs qui permettraient de suivre, alors je ne sais pas qu'on en fait suffisamment ou suffisamment vite, un peu comme dans l'atténuation des gens, les émissions de gaz à effet de serre ou les impacts du changement climatique qui nous permettent de nous repérer un peu. Voilà. Est-ce que dans l'adaptation, qui est un sujet très diffus, est-ce qu'on a un peu l'équivalent? Merci. On n'a pas vraiment l'équivalent parce que dans l'atténuation, je ne dis pas que c'est simple parce que pour le moment, on regarde surtout aux émissions des gaz à effet de serre de la production, par exemple, et beaucoup moins de la consommation. Mais quand même, vous avez le CO2 tonnes et donc ceci est plus simple. En adaptation, on a toute une variété des indicateurs possibles. Prenons l'agriculture parce que c'est le plus simple, le plus visuel. Vous pouvez avoir un index d'épuisement d'eau qui est un index qui se mesure. Vous pouvez avoir un index de sécheresse des sols. Donc, typiquement, dans quelle profondeur il y a quand même encore la matière humide, quel est le contenu organique des sols. On utilise beaucoup récemment le niveau des dommages, mais bien sûr, le niveau des dommages peut fluctuer de l'année à l'année. Donc, vous devez faire quand même une moyenne dans les 10 ans ou 20 ans pour éviter des anomalies. Mais on a en fait ces indicateurs. Maintenant, au niveau européen, pour le moment, c'est surtout les États membres. Et là, je dis dans le changement mental de la part des États membres, parce qu'il y a quelques années, si vous
parliez des indicateurs pour l'adaptation au niveau européen, alors vous pourriez vous attendre vraiment à une révolte. Alors que maintenant, on a vu aussi dans les négociations sur la loi climat, il y a une demande de la part des États membres à élaborer ces indicateurs communs. Maintenant, je dois vous dire aussi une histoire parce qu'il y avait plein d'indicateurs, par exemple, Vulnerability Index qui s'appelle, c'est un index de Notre-Dame, donc c'est une je pense, des universités en France. Et là, on s'est rendu compte, même si on utilise le même index et on met les données pour les deux pays, on a comparé la France et le Royaume-Uni, le résultat était bizarre. Aussi, quand on utilisait cet indicateur et si on comparait Europe avec le reste du monde, du coup, la perception et la conclusion étaient il ne faut rien faire parce qu'il paraît que l'Europe n'est pas vulnérable. Donc vraiment, juste, je veux dire, il faut faire attention un tout petit peu avec cette simplification de chercher une variable alors qu'en adaptation, vous en avez plusieurs. Et l'impact, ça veut dire, ça impacte sur beaucoup des médias environnementaux, ça a les dégâts matériaux, etc. Mais on y travaille et on voit vraiment un changement vers une communautarisation des indicateurs. Est-ce que l'adaptation peut être une opportunité, pour reprendre les mots de John Kerry, une opportunité de business? Je veux dire par là qu'il y a aux États-Unis, par exemple, des entreprises ou des ONG qui font un certain commerce de crédit carbone émis à la suite de plantations de forêts ou de restauration d'écosystèmes marins comme des herbiers ou des mangroves. Est-ce que ce genre de modèle d'affaires est encouragé par la Commission ou au contraire pas du tout? Moi, je pense, alors là, vous avez parlé plutôt ce qu'on appelle le offsetting. Vous voyez, moi, je suis enfin, je travaille dans l'aviation, donc je émets beaucoup de carbone. Je fais une plantation des arbres à laisser-faire. Donc, là, je dirais en adaptation sur ce qu'on regarde de manière enfin, bénéfique, c'est que comment, avec une intervention d'adaptation, vous pouvez en fait apporter des bénéfices sur la qualité de l'air, esthétique, sécurité, etc. On s'est rendu compte, si vous verdissez les espaces urbains, si vous les protégez contre les inondations, vous apportez aussi un bénéfice social, même sécurité. Il se peut que les villes vertes sont les villes beaucoup plus fréquentées par la population féminine. Après, c'est beaucoup plus sûr. Donc, vous avez quand même les bénéfices, si vous voulez, en cascade. Mais de ce qu'on parle, nous, en adaptation, c'est la triple dividende de l'adaptation. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, tout d'abord, vous évitez les dégâts. Deuxièmement, l'activité économique profite de l'absence de risque. Par exemple, il y a quelques années, une grande entreprise de production des médicaments contre le cancer a été touchée par l'ouragan. Ça avait vraiment des impacts néfastes en cascade, si vous pouvez vous imaginer. Donc voilà, vous aidez les compagnies quand même à grandir sans risque. Et troisièmement, bien sûr, c'est tout ce qui est les bénéfices culturels, sociaux, environnementaux dont j'ai parlé. L'adaptation, je voudrais revenir à l'image avant, c'est souvent d'éviter le dommage invisible. Répétez-le pour vous, le dommage invisible. Et souvent, on s'en fiche du dommage invisible avant que cela arrive. Par exemple, on a vu les réseaux de Texas. Vous voyez, on avait les renouvelables, tout ceci à disponibilité, mais la résilience du réseau en tant que tel dans un pays riche a été très faible.
Et donc, du coup, vous encourez un risque pour la société qui est vraiment inimaginable pour vous. Enfin, comment ça qu'en Islande ou en Finlande, on n'a pas des problèmes pareils? Par exemple, en Finlande, ce qu'on utilise maintenant, c'est les réseaux souterrains. Exactement pour éviter, si vous avez les grêlons, si vous avez tout ce qui est les forts vents ou les changements de température, exactement de protéger votre réseau. Parce que c'est une fois vous avez un choc dans le réseau, ça va comme un effet, un cascade et les dégâts vont au-delà du dommage pointu où l'impact a été fait. Donc voilà, je pense, pour moi, c'est très facile de parler des opportunités. Et moi, je pense aussi pour n'importe quelle entreprise, il faut vraiment penser les stratégies de protection à la fin. Ce n'est pas, vous pouvez remplacer tout ce qui est climat par météorologique. Et je pense, dans le passé, on faisait beaucoup de maintien de l'infrastructure contre les phénomènes météorologiques, etc., ou du temps, de changement de temps, etc. Là, maintenant, on le change en climatique parce que c'est répétitif et parce que c'est une tendance, et voilà. Alors, je vais préciser ma question. Est-ce que, par exemple, dans certaines régions tropicales de l'Union européenne, comme la Guyane française, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer replanter des mangroves pour permettre de protéger le littoral contre la montée du niveau de la mer, développer la pêcherie locale et éventuellement le tourisme, etc. Donc, on remplirait les trois dividendes dont vous avez parlé, et en même temps, on pourrait éventuellement, si on reprenait le business model de certaines entreprises, émettre des crédits carbone que l'on pourrait valoriser. Est-ce que c'est quelque chose qui convient à la Commission ou pas du tout? Je ne voudrais pas parler de moi, de l'unité de l'adaptation, mais ce que vous mentionnez comme projet, c'est absolument les mangroves qui protègent le littoral. Et là, on voit la comparaison coût-bénéfice. Ça varie de 1 à 10 dans le cas des mangroves, selon le rapport d'une commission globale sur l'adaptation. Ils ont regardé l'infrastructure, les mangroves, les systèmes d'eau, etc. Donc, vous produisez un bien et bien sûr, si cela serait un bien que vous pourrez utiliser comme une sorte de monnaie, pourquoi pas? Mais si vous voulez, je n'ai pas pour le moment, je n'ai pas entendu parler de ceci dans le contexte de l'adaptation. C'est vraiment, ça appartient beaucoup et c'est une relique un peu de Kyoto, tous ces mécanismes de développement propres, la mise en œuvre jointe, etc. Et bien sûr, il y a une sorte d'attirance dans le fait de faire les choses hors de secteur. Ici, ce que vous avez mentionné, c'est vraiment, ça protège la communauté, ça rend les bénéfices sur l'endroit. Et donc, pourquoi pas utiliser cette monnaie, mais je ne suis pas consciente dans tel système. Mais je suis sûre que ceci va appartenir peut-être dans tous ces systèmes futurs où les citoyens co-désignent les politiques, ils utilisent des nouvelles moyens de paiement, etc. Pourquoi pas? Vous parliez du protocole de Kyoto, ça nous amène aux négociations internationales qui peinent un peu en ce moment. Quelles sont les envies, les ambitions de l'Union européenne pour la COP26 en matière d'adaptation? Ben, écoutez, tout d'abord, on va présenter à la COP que voilà, l'Europe a une stratégie d'adaptation. C'est vraiment, vous pouvez dire, ça c'est tout simple, ça c'est vraiment bon marché. Non.
ceci, c'est vraiment pour admettre que nous, l'Europe, on est aussi vulnérable. Parce qu'on a été souvent vu comme source d'émissions, l'émetteur historique qui n'est pas soumise à des impacts. Au contraire, là maintenant, toute cette histoire change dans le sens de dire ah non, 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 nous on est aussi vulnérables. On se rend très bien compte, on peut sympathiser, on peut empathiser sur ce que vous vivez déjà en Afrique parce que ça vient. Nous, on le voit chaque année déjà dans la Méditerranée, mais pas seulement dans la Méditerranée. Tout ce qui est le nord, c'est tellement près de l'Arctique. Et vous savez, il y a quelques années, le phénomène de vortex polaire a commencé à faire des effets sur le courant de Golfe. Donc voilà, c'est un message d'empathie. Nous aussi, on souffre déjà, on sait ce que c'est. Et donc, voilà, c'est déjà une sorte de réunification, si vous voulez, de la coalition pour adaptation, parce que souvent, on poussait beaucoup à l'atténuation, vous devez faire ça, ceci, et donc pour les pays en voie de développement, ils se sentent comme, moi, j'ai rien causé, pourquoi je devrais contribuer? Donc, ça, c'est déjà très positif. Deuxièmement, on essaye de dire, on va utiliser tous nos instruments externes qu'on a, les allocations pour le climat, pour augmenter quand même la répartition entre l'atténuation et l'adaptation. Vous savez, à l'échelle mondiale, quand même, la répartition est 93% en faveur de l'atténuation et le reste, c'est l'adaptation. Donc, il y a ce sentiment que les besoins des pays en voie de développement ou des plus vulnérables n'est pas entendu. L'autre message, c'est qu'on veut apporter aussi et pousser le privé. Et ça, je peux vous dire, si par rapport à la taxinomie, on va pousser le privé à penser beaucoup plus sur l'adaptation, ça va se répercuter aussi au niveau mondial et à leurs interventions dans les autres pays. Parce que pour le moment, c'est très modeste. Leur contribution aux 100 milliards enfin, promis pour 2020, c'est 6-7%. Ce n'est rien. Donc, le privé, pour le moment, ce n'est pas acteur clé, même au niveau mondial d'apport aux États. On veut bien sûr notifier nos plans d'adaptation. Donc là, il faut tout d'abord parler aux États membres qu'est-ce qu'on notifie à la COP en termes de notre ambition sur l'adaptation. Mais bien sûr, où on sera, je dirais, demandé, c'est quelle est l'ambition pour tout ce qui est après 2025, hein, quelles sont les finances qu'on peut apporter. Et là, je dirais, l'Europe se sent en tant que telle qu'on essaye de mobiliser autant de fonds que possible et qu'il faut bien sûr que là, les États-Unis, une fois ils sont de retour en jeu, qu'ils peuvent faire de nouveau ce rôle de diplomatie et d'apporter les fonds qui font pénurie, bien sûr, dans les États en voie de développement. Mais ça aussi, ça a à faire avec la capacité administrative. Ce qu'on voit, nous, en Europe, ça se reflète aussi dans les administrations dans les administrations des pays en voie de développement. Par exemple, il y a très peu des pays africains qui ont vraiment un plan d'adaptation national. Hein. Donc voilà, donc là, on essaiera de supporter et d'apporter nos outils et vraiment de faire les partenariats pour échanger et pour changer cette logique de dire grande Europe et les pays qui sont plutôt dans une position subordonnée, plutôt un partenariat. Parce qu'ici, on a beaucoup à apprendre des régions qui sont déjà très fort impactées. Une question vraiment naïve, vous l'imaginez bien. Si l'Europe souffre maintenant des effets du changement climatique, est-ce que l'Europe va vouloir bénéficier du mécanisme des pertes et dommages? Vous pensez au niveau mondial? Oui, absolument, dans le cadre des accords de Paris.
Ça, c'est une bonne question. Je pense que parce qu'on a une infrastructure des assurances qui est quand même, qui fait partie de notre système de compensation, souvent, on ne se rend pas compte que c'est la même chose au niveau international où, bien sûr, les autres États veulent toucher le mécanisme. Mais pour le moment, je ne suis pas consciente à ce que ça serait le projet. Et comme vous savez, la ligne de l'Union européenne est, je dirais, plutôt stricte. On veut essayer, bien sûr, de recevoir une longue liste des compensations à payer à tous les États qui sont déjà, bien sûr, touchés. Mais bon, là, on vraiment entre dans les eaux qui sont, qui sont assez compliquées. Question de Thomas Bleusville. Oui, j'avais une nouvelle question. Je me demandais jusqu'où pouvait aller la Commission pour aider les acteurs ou les États à choisir dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'adapter ou dans quelle mesure il faut renoncer à une activité, comme vous évoquiez le cas de l'agriculture dans le sud de l'Europe. Quand est-ce qu'on décide que finalement, ce n'est pas possible? Et est-ce que vous pouvez tenir compte aussi du fait que tous les acteurs n'ont pas forcément les mêmes moyens pour s'adapter face à une même situation? Alors après, que ce soit à l'échelle entre États ou même au sein d'un État, entre différentes catégories de population. Je vais commencer par la deuxième question, elle est plus facile. Avant, tout d'abord, ce qu'on veut, il y a un compagnon à la stratégie de l'adaptation et c'est cette mission sur l'adaptation sous l'horizon Europe qui est une nouvelle manière comment faire la recherche et l'innovation. C'est vraiment de déployer les solutions et dans cette mission à l'adaptation, ça a été vraiment inspiré, si vous voulez, de cette mission d'envoyer l'homme sur la Lune de NASA dans les années 60. Donc là, on s'est dit, on se donne un résultat. On veut alors que l'Europe soit résiliente en 2050, mais pour ceci, il faut commencer à travailler maintenant. Donc, on va identifier 200 régions. On va essayer d'exécuter une centaine de démonstrations dans ces régions vulnérables avec l'aide de recherche. Mais bien sûr, on devra reposer sur, je sais pas, une infrastructure universitaire. Vous avez en France ces pôles d'excellence que vous avez repartis sur le territoire, ce qui est très utile parce que on voit dans les autres pays, la recherche, l'innovation, c'est très concentré sur les capitales ou les universitaires. Donc voilà, on a un outil qui doit tout d'abord être bien sûr approuvé et qui va être déployé dans les années à venir. Et c'est vraiment de rendre la recherche et l'innovation un peu plus proche aux citoyens, si vous voulez. Souvent, les académiques, les scientifiques, c'est vraiment dans leur propre enceinte où ils parlent avec leur langage un peu complexe. Et là, on va essayer d'en faire, de populariser la recherche, si vous voulez, de l'utiliser à de bonnes fins et vraiment parce que les impacts, c'est quelque chose qui touche à chacun. Donc, je pense que là, on peut avoir un effet de levier pour élucider un intérêt des régions et des villes. Mais bien sûr, cela va demander aussi une position active. Moi je ne veux pas me rendre dans une situation où on pousse les régions à faire quelque chose. Et ce n'est pas vraiment notre rôle. On est là vraiment en termes de faire les incitations, d'aider, de pointer, mais pas de forcer. La première question, c'est très difficile. On n'a pas des moyens. Pour vous dire très franchement, on a par exemple une décision unanime, tout ce qui concerne l'allocation des ressources aquatiques ou tout ce qui est très populairement expliqué comme energy mix, etc., ou tout ce qui est la planification spatiale. Et c'est ça où se joue l'adaptation de futur. Donc là, on ne peut pas se substituer, bien sûr, aux États membres et on ne va pas le faire. Hein. Franchement, on ne va pas le faire. Il ne faut pas déresponsabiliser les États membres. Au contraire, il faut vraiment
les aider à identifier les défis climatiques, d'utiliser la suprématie technologique de l'Union européenne, parce qu'on peut concentrer les outils et les moyens à l'Union en faveur de la recherche et de l'innovation. Et aussi, tout ce qui concerne la propriété, c'est vraiment, ça n'appartient pas au traité. Donc, tout le changement de propriété, des propriétarisations, etc., c'est l'article 345, c'est vraiment où la Commission n'a rien à faire. Et vous savez très bien que le retrait des actifs, ça implique le changement, enfin, le dédommagement sur les biens, etc. Donc, vraiment, ce n'est pas un territoire à entrer. Mais je pense qu'il faut commencer à parler de ces tabous, parce que c'était vraiment les tabous il y a quelques années, et là maintenant, on voit certaines tendances, certaines l'appellent smart shrinking, donc c'est la réduction de certaines infrastructures, de certaines activités sur les territoires, parce que il y a un certain dépeuplement de certaines régions, etc. Donc, du coup, il n'y a pas plus d'investissement qui va. Et voilà, ça se résout en quelque sorte, mais c'est aussi pénible. Il y a quand même les gens qui restent derrière. Il y a quand même les petits villages qui encore ont la population. Mais je dirais que là, les États doivent vraiment prendre des décisions stratégiques, mais en consultation avec les territoires. Vous ne pouvez pas le faire non plus du côté du ministère, etc. Là, cela demande vraiment une décision de la localité, etc. Et je vous dis ça parce que je viens d'un pays où on a bâti, dans le passé, on a bâti des grands barrages où on a inondé 18 ou trentaine de villages sans demander à personne. Et donc, ceci est absolument, bon, c'était les grands projets stratégiques, etc., mais ceci est à éviter. Mais en même temps, il faut commencer de penser des tabous, de dire le budget est contrainte et limité, et ben voilà, il faut faire les choix sur certains secteurs économiques. Et là, il y a un concept que vous trouverez dans la stratégie d'adaptation qu'on appelle la résilience juste ou équitable, et qui parle exactement, pas seulement de secteurs de charbon, qui bien sûr, on a encore dans certaines régions, on a des mines à charbon et toute une transition à faire, mais cet effort de voir les secteurs qui sont très sensibles au changement climatique, et ça peut être aussi le transport fluvial, on a vu, ça peut être énergie, etc. C'est pas juste l'agriculture ou la pêche. Il faut que les États s'y penchent, planifient les fonds et vraiment voient avec la population pour le futur. À propos de tabou, est-ce que la Commission envisage, dans un délai plus ou moins long, de légiférer pour prévenir un certain nombre de risques? Je pense aux constructions qui sont au bord du littoral, je pense aux infrastructures qui sont dans des zones inondables ou sur des territoires très argileux qui risquent de bouger avec les sécheresses, puisqu'on voit que les États peinent souvent à maîtriser ces territoires à risque maintenant. Je dois revenir, Valérie, sur ce que j'ai dit avant, c'est de la planification spatiale et ça appartient vraiment dans le périmètre des compétences des États membres. On peut bien sûr dire attention, enfin déjà je pense le message quand il est fait, faites attention, il ne faut pas bâtir dans les zones inondables. Mais vous voyez, j'ai vu quand j'ai parlé en Finlande, on me dit souvent les développeurs, etc., ils bâtissent au bord de l'eau parce que les gens adorent d'habiter au bord de l'eau. Et là, on se rend compte qu'il faut absolument prendre dans ce débat que j'ai mentionné sur les assureurs, les villes, il faut aussi prendre tous ces investisseurs dans les biens, dans les biens immobiliers. Il faut les faire partie de cette discussion parce que moi, ce qui me choque, c'est par exemple Miami. Où on vend des biens à des sommes astronomiques.
en sachant que dans 10 ans, ça sera inondé, ça sera endommagé, etc. Mais encore, ça, c'est du bon business. Et donc, ça, il faut absolument éviter. Et là, c'est vraiment les autorités locales et nationales qui doivent quand même montrer les muscles aussi avec les développeurs. Je le dis parce que j'ai vu beaucoup de destruction écologique dans mon pays exactement dans les années 90, quand les nouveaux développements des biens immobiliers étaient en plein essor, sans aucune réglementation législative. Les villes étaient absolument effrayées de commencer une lutte, et donc ça a aussi changé. Et là, je pense que les assureurs, ils ont un rôle à faire. Ils peuvent dire, alors ça, je ne vais pas du tout assurer. Alors ça, et donc, dès que vous avez une législation obligatoire, vous devez assurer vos biens contre l'inondation, etc. Vous voulez bâtir dans la zone qui est inondable, et l'assureur vous dit « Ah non, 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 je ne vais pas le faire ». Donc, vous avez quand même une dynamique qui s'installe et qui vous aide à éviter la situation. Et c'est là où votre ambition de porter une résilience juste et équitable trouve ses limites, parce que finalement, c'est le marché qui va imposer sa réglementation, qui va imposer ses limites. Et on voit par exemple que dans l'agglomération de New York, à la suite du passage de l'ouragan Sandy, il y a eu 200 000 ménages qui ont été privés d'assurance parce qu'ils habitaient dans des territoires qui étaient désormais considérés comme à risque simplement par les assureurs. Donc, quelle est la limite entre ce que peuvent faire les États, ce que peut faire la Commission et ce que peut faire le secteur privé pour créer cette résilience juste et équitable que vous appelez de vos vœux? Moi, je pense qu'on a besoin vraiment d'une coordination pour éviter exactement les situations que vous avez mentionnées, de devenir qu'à la fin, vous avez les gens démunis, il y a l'État qui doit intervenir comme un assureur de dernière instance, et je ne crois même pas que dans les États-Unis, c'est possible. Donc, voilà, on les laisse à leur sort, et bon, les gens sont tout à fait démunis. Donc, ça demande vraiment une bonne coordination. Et là, je reviens à mon débat, mais pour moi, la planification, c'est un ancien art. C'est vraiment aussi une ville a une bonne planification. On sait très bien où sont les risques. Ça, ce sont les zones où on ne va absolument pas bâtir. Et vous imposez cette vision au secteur privé, en discussion, bien sûr, avec ce secteur. Vous en gagnez. Moi, j'entends beaucoup dans la taxinomie, c'était vraiment une dynamique super intéressante, parce que quand on a développé les critères techniques pour voir qu'est-ce qu'il faut, ce que les acteurs privés doivent faire, dans la consultation, ils sont venus nous dire « Mais attendez, vous voulez que moi, je fais mon évaluation des risques ? Est-ce que ce n'est pas le public qui doit l'avoir dans ses plans nationaux, et est-ce que ça ne relève pas d'une protection communautaire que moi, comme la compagnie qui est sur le territoire, dois profiter ?» Et donc, il fallait expliquer « Ah ben non, écoute, tu vas faire ton investissement, et donc c'est dans ton intérêt de faire ceci, mais en même temps, tu peux collaborer avec le public pour avoir les informations qui sont beaucoup plus détaillées. » Donc voilà, c'est ces dynamiques dont j'ai parlé avant, comment rétablir une collaboration, une confiance entre le public et le privé, et dans l'adaptation, c'est vraiment crucial. Cette collaboration et si vous voulez, comment la calibrer de juste manière à ce que ce n'est pas le public qui souffre le plus à la fin, parce que c'est nous tous. On évite les aléas moraux qui sont souvent là, parce qu'on se dit on va me dédommager, on va me compenser, etc. Donc voilà. Donc non, mon message, ce n'est pas de dire le marché doit décider. Je me penche plutôt vers le public, donc je sais très bien où le privé est. Il faut visualiser les risques
Et dès que vous faites les risques visuels vraiment au marché, ils vont commencer à opérer de manière beaucoup plus efficace. Pour le moment, tout ce qui est invisible, tout ce qui est futur et tout ce qui n'est pas le profit immédiat, c'est vraiment, ça n'entre pas dans leur balance. Il nous reste quelques minutes pour cet entretien. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interpellations? Ou est-ce que tout a été dit et c'est très clair? Émilie Legendre d'AEF. Émilie, je vois que tu as levé la main. Bonjour. J'avais mis mes oreillettes, c'est pour ça que je pense que le micro ne fonctionnait pas. J'avais juste une question. Voilà, on vient juste de parler de visualiser les risques. Et en fait, moi, j'avais une question sur ce tableau de bord qui doit être développé en lien avec les assurances. Je voulais savoir à quelle échéance ce tableau de bord doit être développé. Et de manière plus générale, je voulais savoir si la stratégie européenne pour l'adaptation, elle allait être révisée. Est-ce qu'il y a un rythme de révision qui s'instaure, un peu comme les NDC, comme les contributions nationales sur le climat et sur l'atténuation? Merci beaucoup. Ceci est un travail qu'on a commencé à faire avec la visualisation des tableaux de bord et de pénétration des assurances. Donc, on y travaille beaucoup maintenant avec l'autorité en charge et je pense pendant cette année, on va commencer déjà à mettre en place tout ceci. Donc voilà, c'est pas le futur, c'est pas dans 2-3 ans, c'est déjà, je dirais, en route. Et tout ce qui est la révision de la stratégie d'adaptation, c'est la loi climatique qui nous maintenant qui nous demande une révision tous les 5 années. Donc voilà, moi au début, j'ai dit, on prépare une stratégie de 10 ans, decadal strategy, mais bon, la loi climatique a changé mes propos. Voilà, tous les 5 ans, on va revenir sur les activités. Mais si vous voulez, j'ai entendu aussi le criticisme que c'est une stratégie statique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on va essayer exactement de mettre les activités de manière très dynamique, de manière à se développer. Vous pouvez choisir une ambition très élevée, vous pouvez aller vraiment très en avant ou vous pouvez rester au début. Et voilà, je pense qu'on est capable, si les impacts sont beaucoup plus prononcés, de déployer certaines activités de manière beaucoup plus prononcée, plus rapide, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Y a-t-il J'avais l'impression que c'était Émilie, mais je ne savais pas si c'était pour la question d'avant ou c'était une réaction de suite. Émilie, as-tu une autre question ou... Non, en fait, j'avais oublié de baisser la main, mais je vous remercie beaucoup pour les précisions. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, on va clôturer ce troisième séminaire, le premier pour nous sur l'adaptation, en vous remerciant beaucoup, Madame Wisner, de nous avoir consacré autant de temps sur ce sujet passionnant sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de revenir probablement avec vous. Merci et très bonne journée à vous tous et toutes. Merci. Merci beaucoup.